Bienvenue. Vous savez, derrière chaque verre de bière se cache en réalité tout un monde de saveurs, un langage secret qui raconte l'histoire de sa création. Aujourd'hui, on va apprendre à déchiffrer ce langage ensemble. On a tous vécu ça, non? Sentir un goût dans une bière, un truc familier, mais impossible de mettre le doigt dessus. C'est une expérience super commune, et c'est justement le problème que les experts ont voulu résoudre. Alors, pour bien comprendre le défi, regardez ça. Ce sont de vrais termes tirés d'un guide de dégustation professionnel français. Écurie, couche pour bébé, jambon, ça a l'air un peu fou, hein? Et pourtant, ce ne sont pas des blagues, mais des descripteurs techniques. Ce vocabulaire, aussi étrange qu'il paraisse, montre bien qu'il fallait de toute urgence un système pour que tout le monde parle la même langue. Et c'est là que notre histoire commence, le décodage du code des saveurs. Pendant très longtemps, le côté hyper subjectif du goût a été un vrai casse-tête pour toute l'industrie de la bière. Le truc, c'était ça. Sans un vocabulaire commun, comment est-ce qu'on peut évaluer la qualité? Comment identifier les défauts? Ou même innover? Les brasseurs, les chimistes et même les gens du marketing avaient désespérément besoin de se comprendre. Il fallait que le chimiste qui analyse un défaut parle la même langue que le brasseur qui l'a senti au goût. Et la solution, elle a fini par arriver dans les années 1970. On peut vraiment la voir comme une boussole pour les brasseurs, un outil révolutionnaire pour enfin s'orienter dans ce monde immense du goût. Et attention, ce n'était pas un petit projet dans un garage. Non, des associations de brasseurs d'Europe et d'Amérique ont carrément uni leurs forces. L'objectif était simple, mais super ambitieux, créer un système standardisé pour décrire les saveurs de la bière. Et tout cet effort international a payé en 1979 avec la publication de la roue des saveurs de la bière par Morten Meilgaard et son équipe. La voilà! C'est un peu la pierre de Rosette de la saveur de la bière. Ce n'est pas juste un joli dessin, c'est une véritable carte, conçue pour guider n'importe qui, du débutant à l'expert, à travers le labyrinthe des arômes et des goûts. Alors, comment ça marche? En fait, c'est super intuitif. On part du centre avec une grande catégorie, par exemple fruité. Ensuite, on avance vers le premier anneau, pour être un peu plus précis. On trouve estérie, ce qui veut simplement dire les arômes de fruits créés par la levure. Et enfin, on arrive sur le bord extérieur, au terme exact, comme banane. C'est un chemin tout tracé, du général au spécifique. Ok, passons maintenant à la pratique. En quoi cette roue est utile? Eh bien, elle nous aide surtout à faire la différence entre les saveurs qui sont géniales, celles qui sont voulues, et les défauts qui sont de vrais signaux d'alerte. Ce qui est fascinant, c'est que la même chose, par exemple la levure, peut produire des arômes désirables comme les esters, ces fameuses notes de banane ou de pomme, mais aussi de gros défauts. Un arôme peut donc être soit la signature voulue par le brasseur, soit un drapeau rouge qui nous dit qu'il y a eu un problème de contamination, d'ingrédients ou de process. Allez, petit tour d'horizon des suspects habituels. Le premier, le DMS. C'est ce fameux goût de maïs en boîte ou de chou cuit qui vient souvent d'une ébullition trop courte. Ensuite, le chlorophénol. Si une bière a un goût de pansement ou d'hôpital, c'est sûrement une réaction avec des produits désinfectants au chlore. Un autre grand classique, le diacétyl, ce petit goût de beurre, de pop-corn caramélisé, qui arrive quand on a retiré la bière de sa levure un peu trop tôt. Et enfin, le plus célèbre, le goût de moufette ou de putois. Ça, c'est le résultat direct d'une bière qui a pris la lumière, un problème bien connu des bouteilles vertes ou transparentes. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'un défaut, ce n'est pas juste un mauvais goût. C'est un indice. C'est une pièce à conviction qui nous raconte comment la bière a été brassée, manipulée ou conservée. C'est un vrai jeu de détective avec nos sens. Mais attention, l'expérience ne s'arrête pas aux arômes mais aux saveurs. Il y a une autre dimension, bien plus subtile, la sensation en bouche, ce qu'on appelle le corps de la bière. La définition d'origine, celle des années 70, décrivait le corps comme la plénitude de la saveur et de la sensation en bouche. C'est une notion assez large, qui englobe beaucoup plus que la simple texture. À l'époque, le corps, c'était surtout une question de propriétés physiques, la viscosité, la densité. On utilisait des mots comme aqueux ou épais. Mais une étude toute récente, de 2023, nous montre que pour nous consommateurs, c'est une expérience bien plus complexe, une expérience multisensorielle, influencée par plein de choses. Et en fait, plein de facteurs entrent en jeu pour former cette perception du corps. Il y a l'éthanol qui apporte cette sensation de chaleur, la viscosité bien sûr, l'épaisseur en bouche, l'amertume qui peut donner l'impression de plus de corps et même l'intensité des arômes du houblon. Tout ça interagit pour créer une sensation globale. Ce n'est pas une seule chose, c'est une synergie. Et ça explique parfaitement pourquoi on trouve souvent que les bières sans alcool sont un peu plates ou minces. C'est parce qu'il leur manque l'apport essentiel de l'éthanol. Non seulement pour la chaleur, mais aussi parce qu'il aide à libérer les arômes, ce qui participe à notre perception générale du corps. Alors voilà, la prochaine fois qu'on déguste une bière, il faudra prendre une petite seconde. Pensez à tout ce que ses saveurs, ses arômes, sa texture nous racontent.
Avec ce nouveau vocabulaire en tête, quelle histoire est-ce que notre bière va bien pouvoir nous dévoiler?